Salut à tous, épisode 23 avec Astana, le team Astana de Fullsang et Lutsenko. J'ai quelques petits trucs à vous proposer, plutôt intéressants je crois. Quelques bilans tout d'abord, où on va un petit peu, je vais vous dire quels enseignements je tire de cette partie jusque là, et puis après un drôle de critérium du Dauphiné. Sur profil 2016, Froome avait alors été vainqueur. Vous allez voir qu'on va avoir fort à faire, c'est plutôt intéressant. Le Giro, dans cette partie, a été remporté par Miguel Angel Lopez. On le sait tous, c'était aux épisodes précédents. Au niveau des épreuves par étapes, on n'est pas loin du Grand Chelem, puisque sur Down Under, je rappelle qu'il y a eu relative arnaque de l'IA, mais c'est pas grave. Donc, moralement, je considère que Ciccone est vainqueur. Sur les monuments, le Lutsenko a fait premier, quatrième et premier. Ça se passe de commentaires, je crois qu'on est sur une année Lutsenko très clairement dans cette partie. Et sur les classiques World Tour classe A, on s'en est pas mal tiré du tout, puisque mis à part la Flèche Wallonne, on a pris 3 sur 4. Bon, alors, déjà on commence par les bilans. J'ai compris plein de choses grâce à cette partie. Peut-être que vous aussi en regardant ces vidéos, plein de choses. Pourquoi ? Parce que à la base, quand j'ai pris Astana, c'était bien sûr parce que l'équipe m'intéressait. J'aime bien historiquement moi Vinokourov. Après on aime ou on n'aime pas, hein, c'est chacun son avis, mais moi je l'aime bien. Et il m'a même fait vibrer quelques fois. Et puis c'est vrai que du coup, avoir quelqu'un comme Lutsenko qui est un peu dans le prolongement de Vinokourov, en tout cas dans le profil, même si Vinokourov était peut-être plus grimpeur que ne l'est Lutsenko, quoique ça reste à prouver, ça ne sont que des notes qu'on a là dans la partie, d'ailleurs sur les notes de départ du jeu, hein, et non pas sur les notes intrinsèques du coureur, qui peut-être est un petit peu mieux que son 74 en montagne, je crois, peu importe. Donc c'est vrai que cette partie déjà, elle a confirmé un truc, c'est que moi, mon type de coureur favori, c'est les punchers, les coureurs de classique en fait, qui sont très complets. Et c'est vrai que Lutsenko, il a aussi permis d'établir un modèle. Ça, c'était ce que je vous avais proposé en début d'épisode 15, où il y avait pas mal de réflexions sur l'ajustement du pic de forme. Le modèle Lutsenko, que je réutiliserai tant et plus dès que j'aurai besoin d'avoir un pic le matin du Tour des Flandres, parce que le pic de forme, quand on joue en extrême, c'est hyper important. Donc voilà, très très rapidement, je vous ai remis mon modèle Lutsenko qui permet d'avoir un pic qui va du Tour des Flandres jusqu'à potentiellement le matin de Liège. Potentiellement, puisqu'après c'est aléatoire. Donc c'est vrai que ce type de coureur là, le puncher coureur de classique assez polyvalent. Qu'est-ce que j'entends par polyvalent ? Ça veut dire qu'il n'a pas une note dégoûtante en pavé et qu'il n'a pas non plus une mauvaise note en montagne. Souvent le puncher a une note correcte en montagne, hein, mais s'il y a la petite composante pavé et qu'en plus le type ajoute cerise sur le gâteau d'être plutôt bon en contre-la-montre, bah c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez le coureur quasi parfait, à mon sens, en tout cas le prototype de coureur qui peut éventuellement gagner n'importe quoi. En fait, il peut gagner tout ce qui est possible sur le calendrier. IRL, on pourrait presque, mais c'est pas le cas, on pourrait presque retrouver ce modèle-là sur Alaphilippe. En tout cas, si Alaphilippe prouvait que sur pavé, il était, je dirais s'il avait une vraie compétence sur pavé, ce qu'on ne saura pas cette année, puisque avec les événements que vous savez, on ne verra pas Alaphilippe sur le Tour des Flandres. À mon avis, ça n'est que partie remise. Et puis on n'est peut-être pas à l'abri qu'il s'aligne non plus sur Tour des Flandres un petit peu plus tard dans la saison si la course est effectivement reprogrammée comme on l'entend ici ou là. En tout cas, voilà, le prototype du coureur vraiment Benoît, hein, évidemment. Tige Benoît est complètement dans ce concept-là. Après, deuxième confirmation, je pense que le modèle Mathieu Van Der Poel, Dylan Van Baarle que j'ai monté chez Corendon, Circus, puis Alpecin et bientôt Alpecin Phoenix, ce modèle-là est plus performant que le modèle que j'ai testé, parce que c'était vraiment une volonté de ma part. Ça aurait été très facile, j'aurais pu aller sur Wout van Aert ou prendre comme ça un Flandrien dominant, ça aurait été très facile à recruter pour moi chez Astana, et ça a été un choix volontaire de ne pas le faire.
C'était délibéré, hein, c'était pas subi de ma part. Je voulais tester le concept du Wolfpack en version Astana, ce qu'on a en tout cas eu sur cette année 2020 dans la partie là. Et ma conclusion est la suivante, c'est que, ok, avec un Wolfpack de cette sorte là, donc Krag Andersen, Mats Pedersen, Lutsenko, hein, je suis obligé de le compter dans le lot, et aussi évidemment Kort Nielsen, véritable révélation de la partie. Avec ces 4-là, c'est vrai que sur le final du GPE3, comme on l'a vu juste avant, ou bien ici sur le final de Gant-Wevelgem, où l'on va prendre la roue de Yves Lampart pour le déposer dans le dernier kilomètre, ou même dans les derniers 500 mètres, voilà, avec Mats Pedersen, qui c'est sa seule victoire de l'année hein, pour Pedersen chez nous avec Astana, mais plutôt une jolie victoire, ma foi. Je pense que le modèle il fonctionne bien sur un GPE3, sur Gant-Wevelgem, mais il fonctionne moins bien sur Paris-Roubaix ou sur le Tour des Flandres, où, bon, effectivement, on a joué de malchance, puisque la crevaison de Mats Pedersen, que j'avais vraiment programmée pour Paris-Roubaix, hein, est venue vraiment au mauvais moment, et ça a été dramatique. Du coup, ça a obligé à tout miser sur Lutsenko. Bon, arrivé, il fait 4, Lutsenko, mais Pedersen n'a jamais été en mesure de reprendre le retard en fait, qu'il avait accusé à cause de cette fameuse maudite crevaison, et ça fait partie du truc. Hein. Donc voilà, on verra ici sur ce Paris-Roubaix là, ce sera une victoire d'Alexander Kristoff, qui est donc bien souvent présent hein, sur ces circonstances-là de course, quand c'est très difficile, Kristoff il est là, et souvent il ramasse la mise, donc voilà, si c'était à refaire, au moins je sais que mon modèle de Wolfpack, il a ses limites. Pour moi, il a ses limites. Si vous n'avez pas le gros Flandrien, ne rêvons pas. S'imposer sur Paris-Roubaix, c'est pour ainsi dire pas impossible, mais pas loin de l'être. Ou alors il faut jouer. Bon, remarquez là, ça se joue à quoi? Ça se joue à pas grand-chose, mais quand même. Je me mens pas. Je sais que ça se joue pas à si peu de choses que ça, en fait. Après, c'est pour rigoler, le pic de forme ne dure pas toujours 18 jours. Ça a été un choc quand, le matin de Liège, je me suis aperçu que il n'y avait pas les 18 jours qui sont promis. On aurait dû être encore sous pic. En fait, c'est parce que le pic de forme, dans le jeu, il inclut la période où vous avez votre coureur qui est on va dire en jaune brillant, hein, jaune brillant pour sa barre de forme, mais aussi quand c'est en jaune mat. Et il se trouve que là, on avait vraiment tapé au minimum du minimum, ce qui fait que ça avait duré 18 jours. Mais 18 jours, dont les 2 derniers qui étaient pas à mon avantage. Donc il n'y a pas arnaque hein, quand c'est dit entre 18 et 24, c'était vraiment le cas, mais n'empêche que ça avait joué, c'était vraiment cruel, voilà, c'était vraiment cruel, et ça m'était jamais arrivé à ce point-là. Après, j'ai enchaîné aussi avec les petites conclusions qu'on peut tirer à propos de Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang, on a au final ramassé quelques petites courses plutôt pas si mauvaises avec lui. On avait vu une image de victoire d'étape sur la Vuelta correspondait à la référence des 3 victoires, en tout cas victoire sur les 3 grands tours, victoire d'étape, hein, la même année, ce qui était déjà une forme de performance. On avait en cette année-là 2020 par contre réussi à taper, et là je suis très surpris par rapport aux caractéristiques du coureur, je suis très surpris d'avoir gagné cette course-là, parce que normalement Fuglsang dans le jeu, avec ses petites notes d'accélération et de sprint, il aurait quasiment jamais dû prendre Kwiatkowski, mais ça a été le cas. Il faut croire que on a eu un petit peu de réussite. Et puis bon voilà, donc je dirais globalement Tour de Romandie, on est capable de prendre. Tour du Pays Basque, on l'a pris, on a prouvé qu'on était capable. Après, on avait gagné une fois la Flèche Wallonne sur ces images-là. Hein, la Flèche Wallonne qu'on prend en 2019, voilà, de manière assez nette en plus. Hein, on l'emporte, mais parce qu'Alaphilippe c'était peut-être un petit peu trop consommé précédemment. Et par contre, sur l'année d'après, Flèche Wallonne, on fait 2e derrière Tim Wellens. Donc c'est vrai que c'était des expériences assez variées. Je dirais que la plus douloureuse pour moi, c'est Liège, puisque 2 années d'affilée,
Je n'ai pas réussi à gagner à Liège avec Jakob Fuglsang, et ça restera, même si la course la première année était magnifique, et la deuxième année elle tourne au final en notre faveur avec Lutsenko, mais cette histoire de pic de forme et cette histoire de forme du jour désastreuse sur Jakob Fuglsang, sur Liège, a sonné un peu comme une malédiction. Fuglsang il a aussi pris un Tour de France, ok, mais donc j'ai aussi pu mieux sentir ce que je pouvais faire avec Fuglsang, alors que j'espérais, mais ce sera jamais le cas, j'espérais prendre le petit triplé spécial Eddy Merckx, Liège, Dauphiné, Tour de France. Voilà, c'est ça que j'aurais vraiment aimé faire avec lui, mais comme on n'a jamais gagné à Liège, bah ça n'a pas été possible du tout. Et puis voilà, après il y a aussi la petite rubrique on tire les leçons de Liège. Vous voyez, il y a le panneau des 10 km. Le panneau des 10 km, pour moi, c'est vraiment l'endroit où l'on peut faire quelque chose. En l'occurrence ici, une attaque assez violente. Wellens ne prend pas la roue à la Philippe, un tout petit peu trop loin. Et puis derrière, on va terminer comme ça en solitaire. Donc sur Liège, nouveau parcours, hein, donc avec la Roche au Faucon et ensuite la descente vers la ligne d'arrivée, qui est à Liège pour le coup, alors qu'avant c'était à Anse, et puis c'était d'une autre configuration, il y avait un mur juste avant. Donc là, je crois avoir compris à quel moment on peut gagner à Liège sans se fatiguer trop. Et puis aussi, voilà, quand même, hein, de cette partie, bon, à part la réussite de Magnus Cort Nielsen qui m'a régalé, je pense que ce qui pourra être retenu aussi, c'est la gestion de Miguel Angel Lopez comme leader, puisqu'il aura gagné les 3 grands tours auxquels on l'aura aligné en tant que leader. Et Miguel Angel Lopez, c'est très très bon, c'est très très performant, mais ça reste tout de même manié avec des pincettes, parce que il est fort, mais pas tant que ça. Il faut qu'en fait une grosse équipe à côté pour l'encadrer. Et c'est pour ça que je m'étais fait à l'avance un petit peu. J'avais des doutes en fait avant le Giro là de l'année 2020 qui vient d'être remporté. J'avais des doutes, c'est pour ça que j'avais recruté Enric Mas. J'en avais pas trop parlé, mais mes doutes étaient à propos de la capacité de Lopez à tenir son rang de leader. C'est pour ça que je lui avais mis Mas dans les pattes. Et au final, il se trouve que j'étais obligé de faire un choix et il n'y a jamais eu vraiment de doute entre Lopez et Mas sur ce Giro là, mais à la base dans ma tête il devait y en avoir un, et rien n'était établi par rapport au réel leadership de Lopez. J'avais vraiment des doutes, j'en ai eu jusqu'au dernier moment en fait, parce que je trouve que Lopez, en grimpeur qu'il est, un grimpeur talentueux, alors qu'ici on voit quelques images de l'année précédente où le Giro avait basculé aux dépens de Egan Bernal parce qu'on l'avait obligé à rouler et parce qu'on avait cette fois-ci obligé l'IA à se démunir, parce que l'équipe aussi Ineos, voilà vous voyez ici l'image de Bernal, parce que l'équipe Ineos n'était pas assez forte alignée sur ce Giro là, oui. Donc des petites conclusions qui font que si je continuais cette partie, je changerai de leader. Je ne garderai pas Miguel Angel Lopez dans ce rôle-là. Et puis par contre, voilà, il me reste encore des petites questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce que Fuglsang peut remporter le Tour de France Profil 2012 ? Ça aura lieu dans très très peu de temps, ce que je vous proposerai dans le cours des prochains épisodes. Est-ce qu'au final, Lutsenko n'aurait pas un meilleur profil parce qu'il est meilleur rouleur que Fuglsang et qu'en montagne, il pourrait tenir le coup de la même façon ? Presque, hein, j'ai bien dit, on verra. C'est un point d'interrogation, j'ai pas de réponse. Et puis, dans un premier temps, on regardera à l'épisode prochain si Lutsenko, dont c'est réellement l'année, est capable d'aller chercher un Tour de Suisse. Mais j'ai mis la barre très haut, j'ai mis un Tour de Suisse profil 2014. Ce qui est extrêmement désavantageux en fait. Si vous connaissez le profil du Tour de Suisse 2014, c'est hyper désavantageux. Il y aura aussi Enric Mas qui accompagnera, mais aussi Niklas Egg, mais c'est tout. Voilà, donc on rentre. Maintenant, c'est terminé de parler du futur et aussi de quelques bilans du passé. On est là maintenant sur le Dauphiné. Donc j'ai choisi le profil 2016. Vous m'aviez aussi un petit peu aidé, certains. Et ça commence tout de suite par un petit contre-la-montre ascensionnel. Donc un petit prologue même ascensionnel pour être très très précis. L'objectif c'est de se tester comme d'habitude sur les équipiers, et ensuite d'être fin prêt au moment où Jakob Fuglsang va
va démarrer, pardon. Bilbao a déjà très bien réussi, alors qu'il n'a pas une excellente note de CLM. D'ailleurs, elle est un petit peu moins bonne que ce qu'elle devrait être, mais c'était la database en juillet dernier, donc c'est normal que Bilbao ait peut-être pas été évalué à sa juste valeur. Regardez, pour Fullsang, ça va pas si mal fonctionner. Bon, ok, on prend à ce moment-là le meilleur temps, mais tout le monde n'est pas passé, donc attention, vous allez voir quelqu'un qui va mettre l'amende à tout le monde, c'est Egan Bernal. Et je trouve que n'avoir perdu que, entre guillemets, 22 secondes sur ce prologue ascensionnel inaugural Dauphiné 2016, c'est déjà pour moi une vraie perf, parce que Bernal, je vous rappelle, sa note en montagne, donc celle qui compte en gros sur ce genre de profil, 85, puisque Bernal c'était un peu l'homme à battre sur le Giro précédent, l'année précédente. Donc il n'a pas perdu son 85, il n'est pas rentré en chute de notes, Egan Bernal, vu son âge, donc son 85 il se le garde, et donc on commence ce Dauphiné que j'ai jamais remporté dans cette partie, et pour cause, l'année précédente j'avais été obligé de faire des choix. J'avais sacrifié, c'était avec pour but de gagner le Tour de France, j'avais sacrifié Dauphiné et Tour de Suisse. Bon, il se trouve qu'à l'arrivée on avait été récompensé, mais donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur là dans cette année 2020 à vous le proposer. Donc là, Dauphiné 2016, étape numéro 2, on a envie, et évidemment, l'équipe que j'aligne, j'ai dit on a envie de faire gagner Kort Nielsen sur ce type d'étape, c'est une évidence. On prépare le Tour de France, et il n'y a pas de raison de ne pas essayer de l'emporter avec Kort Nielsen qui, ça va, c'est très bien, il va prendre cette étape, au moins ça en fait une de prise, et on n'a plus à se poser la question pour les étapes qui vont suivre. Donc ouais, Kort Nielsen, Kragh Andersen, Mats Pedersen, Jakob Fuglsang, Omar Fraile, Peyo Bilbao, voilà, vous voyez, on a une ossature très forte. Il y a 6 des 8 coureurs que j'alignerai sur le Tour de France qui va suivre. Les deux autres, ce seront Lutsenko ainsi que Dario Cataldo. Voilà ce que j'ai choisi comme équipe sur le Tour. Donc une équipe assez traditionnelle pour moi sur les Tours de France, c'est-à-dire que je privilégie assez souvent une équipe qui comporte pas mal de rouleurs, Magnus Cort Nielsen nous assurant aussi les arrivées au sprint, et voyez par exemple sur le soutien futur de Fuglsang sur le Tour de France qui suivra, Bilbao paraît le plus armé en montagne. Après il faudra voir aussi dans quelle forme est Lutsenko. Si par exemple il prend le maillot jaune à l'étape 2 et qu'après il y a du plus 5 qui s'enchaîne, on peut aussi imaginer qu'il se passe des choses, on sait jamais en fait. Mais a priori, Bilbao, Lutsenko, Fraile en tant que soutien immédiat dès lors que le terrain s'élèvera. On aura aussi la possibilité d'envoyer des mecs en échappée, on fera ce qu'il faut pour leur faire prendre du retard si c'est nécessaire. Enfin bref, déployer une stratégie, évidemment. Et puis après, dès qu'on sera sur de la plaine ou sur du vallon, c'est vrai qu'avec des types comme notamment Pedersen, Cort Nielsen et Kragh Andersen, il y aura moyen de faire excessivement mal aux équipes adverses, et c'est un petit peu le raisonnement que je me fais souvent, moi sur Tour de France. Pourquoi ? Parce que les cols du Tour de France sont beaucoup plus roulants que ceux de la Vuelta ou du Giro par exemple. Donc autant sur Giro ou Vuelta, je suis souvent tenté, alors qu'on voit ici une arrivée très serrée à l'étape. Regardez, elle est mignonne celle-là, elle est mignonne. On a Alaphilippe qui nous fait une véritable carousseau sur ce coup-là, puisqu'il va se faire piéger en levant déjà un peu les bras, et puis au final, Fuglsang s'impose. Donc allez, elle est amusante. Étape 3 dans l'escarcelle d'Astana. Vous allez voir, on va pas toutes les remporter, mais en tout cas, ce début de Dauphiné, on va dire qu'il est pas si mauvais que ça. Ça permet de rester bien calé à la deuxième place, avec Fuglsang derrière Bernal. Il va y avoir de la haute montagne bientôt, enfin en fin de Dauphiné. Donc l'histoire est loin d'être terminée, mais n'empêche que ce qui est pris n'est plus à prendre. On a donc liberté on n'est pas leader, on n'a pas besoin d'assurer spécialement la poursuite. Je vais comme ça
envoyer Søren Kragh Andersen sur l'échappée dans l'étape 4. Alors on a par exemple voilà, Michael Scher, on a quelques opposants, on peut noter aussi Sylvain Dillier aussi, qui est un très bon coureur. Voilà, on a un petit peu d'opposition dans cette échappée, mais rien non plus de bien insurmontable en apparence. Donc je me dis, suivant l'avance qui est prise par cette échappée, pourquoi ne pas envisager la victoire d'étape pour Kragh Andersen, dont ce serait un petit fait de gloire dans cette année 2020, où il est quand même très souvent utilisé comme équipier de luxe, mais équipier quand même, pour ses qualités de rouleur. Et donc voilà, il faut voir un petit peu comment l'échappée évolue. Donc je roule beaucoup en fait, je fais beaucoup rouler Kragh Andersen pour voir si le peloton insiste en fait ou s'il ne va pas insister. Attention, attaque de Sylvain Dillier, ils ne sont plus que deux très rapidement. Dillier, Kragh Andersen en tête de cette course. Ouh là là, il nous fait mal Dillier. Il nous fait très très mal sur l'accélération avant le GPM là. Heureusement qu'il nous attend juste après. Et du coup je me dis, bon, il a pris le GPM, on connaît le comportement de l'IA, l'échappée semble pouvoir aller au bout. On va essayer de se jouer de Sylvain Dillier avec notre coureur. Bon, donc je tente à ce moment-là, voilà, de le lâcher à un moment donné dans la descente, parce que je pense que Kragh Andersen est un petit peu plus fort que Dillier, même si en fait, si on étudie les notes de près, sur les notes qui comptent dans une étape comme celle-ci, Kragh Andersen n'est pas si supérieur que ça du tout à Sylvain Dillier. Donc, bon, à voir. En tout cas, on prend une dizaine de secondes d'avance, mais Sylvain Dillier, qui est très très fort, va revenir. À tel point qu'on va se retrouver un petit peu en difficulté à devoir amorcer le sprint, et on va se faire surprendre par Dillier. Donc celle-là, elle est pour moi. J'ai été un petit peu trop peut-être un petit peu trop présomptueux à penser pouvoir chercher les points en fait du maillot vert avec Kurt Nielsen. J'étais peut-être un petit peu présomptueux avec Kragh Andersen, pensant échapper à la vigilance de Sylvain Dillier, qui en fait a bel et bien assuré son coup, est allé prendre cette étape très méritée, bravo. On passe à étape 5, puisque quand même elle n'a pas impacté le classement général. Cette étape 4, évidemment, c'était comme l'étape 2, il n'y avait pas d'impact, puisque au final, à part le prologue initial, on a récupéré quelques secondes de bonus avec Fuglsang à étape 3, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Le classement général est toujours fidèle, ou presque, à ce qui avait été la conséquence du prologue. Allez, cette fois-ci, on va peut-être voir si Fraile pourrait prendre sa chance sur cette fin d'étape 5. Il va être vigilant, il peut y avoir des cassures. On voit que le groupe maillot jaune a tendance à se réduire considérablement à mesure qu'on arrive à la toute fin des étapes. C'est toujours pareil, dès que c'est un peu vallonné, un peu terrain accidenté, comme ça, il y a toujours possibilité de faire des différences, et c'est tout l'esprit de l'équipe que j'envoie sur le prochain Tour de France. On sait que quand même un critérium du Dauphiné a beaucoup plus de ressemblance avec un Tour de France que ne peut en avoir un Tour de Suisse. C'est pas le même type d'épreuve. Tour de Suisse ressemble moins à un Tour de France, et cette fois-ci, tiens, voilà, Magnus Cort Nielsen va se faire damier le pion par quelqu'un dont je vous ai déjà parlé dans cet épisode, le costaud qui gagne quand c'est dur. En tout cas, un des costauds qui gagne quand c'est difficile, c'est bien sûr Alexander Kristoff. Voilà, donc très très jolie victoire, encore une fois, pour un drôle de costaud. Décidément, ça va chercher de l'étape. Les costauds, on a vu Dillier, on a vu ici Alexander Kristoff, des Flandriens quand même, on est d'accord, mais très bien, très très bien. Étape 6, attention, là, on pourrait peut-être commencer à avoir une vraie lutte entre les favoris, puisque l'arrivée est au sommet. Donc, vigilance. Je renvoie Kragh Andersen, parce que on aperçoit Schachmann, on aperçoit pas mal de très bons coureurs
dans cette échappée. Je renvoie Krag Andersen à l'avant parce qu'il a une bonne forme du jour et que il peut me servir de point d'appui si jamais je veux tenter un petit quelque chose sur la toute fin. Parce que, il faut pas se mentir, c'est pas non plus une étape sur laquelle d'énormes différences vont se faire puisque l'ascension finale n'est pas très très longue. Elle est presque touchable pour des punchers en fait. Donc à partir de là, j'ai envoyé Krag Andersen et puis on verra bien s'il y a nécessité de le rappeler au moment de la fin de l'ascension par exemple pour apporter du soutien à Fuglsang, ou est-ce qu'il aura le droit de jouer sa carte perso puisque ça n'a pas marché à l'étape 4. Donc on va voir. Alors voilà, on continue nos petites stratégies habituelles à l'arrière. Protège d'abord avec les coureurs les plus faibles et puis ensuite après on passe à une protection par les coureurs les plus forts. En tout cas c'est ce qui va intervenir dans pas longtemps. Voilà, est-ce qu'on joue pour SKA ou est-ce qu'on joue pour le général en tentant un petit putsch avec Fuglsang. Après tout, il n'y a que 15 secondes, je n'ai pas trop la pression parce que les deux étapes qui vont suivre seront beaucoup plus décisives que celle-ci, en tout cas le profil en tout cas laisse penser ça. Du coup, bon, je vois que l'avance a l'air assez importante en bas de la dernière difficulté. Je me dis qu'il faudrait peut-être jouer le coup pour Krag Andersen. Bon, à voir, hein, ça peut se discuter. Toujours est-il que on est comme ça très très proche de l'arrivée. C'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Allez, vas-y mon gars. Allez, tu y vas. Et après, on verra bien. Voilà. Et c'est là que c'est utile de repasser dans la roue. Vous voyez, les favoris là, ils montent. Mais il n'y aura pas de différence entre favoris. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est que Krag Andersen, il a vraiment sa chance. Il a vraiment sa chance sur cette toute fin. Voilà, on va tenter un départ. Voilà, très très peu avant la fin, puisque en fait l'arrivée elle est relativement sur faux plat montant par rapport à l'ascension qu'il y a vu précédemment. Et c'est comme ça qu'on va aller prendre cette étape avec Søren Krag Andersen. Donc très content, surtout que Fuglsang ne concède rien, donc parfait. On prend une troisième étape sur ce Dauphiné et puis c'est bien parce que au final, à part, bon, on peut pas récompenser tout le monde, on va pas gagner toutes les étapes non plus, mais je suis assez content que Kort Nielsen en ait une, que Krag Andersen en ait une, et puis celle de Fuglsang, elle est peut-être un petit peu plus intéressante même pour l'aspect bonification. Et donc le général, c'était pas grave en fait s'il n'avait pas gagné, c'est juste la bonif qui est bonne à prendre. Donc allez, étape suivante, on envoie l'ami Kort Nielsen cette fois-ci, là encore pas avec des envies de victoire, hein, c'est pas la question, mais parce que de toute façon il est trop faible par rapport à d'autres membres de l'échappée. D'ailleurs il se fait assez rapidement distancer. Ouais, ben j'ai tenté. Voilà, j'ai tenté. Je voulais savoir en fait. Je voulais savoir si éventuellement ça roulait pas trop sur les premières ascensions, quand Nielsen pouvait rester longtemps caché dans l'échappée et donc rester relativement frais au moment de récupérer de la barre et d'attendre son leader pour la toute fin. Hein. Et puis, j'attends pas de Kort Nielsen qu'il soit le plus gros soutien de Fuglsang, bien évidemment, et là je vais le rappeler, hein. Mais j'attends qu'il puisse à des moments peut-être soulager certains, je pense notamment à Bilbao, à Fraile, et de ce fait, s'il les économise à un moment donné, Bilbao, Fraile vont pouvoir nous servir un petit peu plus loin en fait dans l'étape. Donc c'est vraiment ça l'idée. Bon, en l'occurrence, chou blanc, puisque Kort Nielsen n'aura pas réellement pu aller aussi loin que je l'aurais souhaité. Attention, c'est le col de la Madeleine là, et c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a moyen de peut-être subir un écrémage. En tout cas, on va se méfier. Je vais perdre des équipiers, hein. Bien évidemment, je vais perdre beaucoup d'équipiers. Allez, on va tenter quelque chose cette fois-ci. On va envoyer Bilbao. C'est vrai que j'aime bien être offensif avec cette équipe Astana. Je trouve que c'est assez sympa. Bilbao qui est très très fort. Bilbao réussit à rejoindre l'échappée. Donc bravo à Bilbao. De toute façon, à chaque fois que j'utilise Peyo Bilbao, j'en suis ravi. On se souvient le rôle par exemple qu'il avait pu jouer, je sais plus à quel épisode c'était, vers le 10 environ,
sur le Tour de France remporté par Fuglsang, Bilbao, il a une grande part sur l'étape du Galibier. Hein. Donc bon, voilà, ne pas mésestimer le rôle de Bilbao. Et donc là, voilà, je l'envoie à l'avant. Et après, advienne que pourra, il s'accroche. Et puis derrière, tant que ça roule pas trop, bah, tant mieux. Parce que comme ça m'économise un petit peu les équipiers. C'est une belle étape. Hein. Cette étape 7 là de ce Dauphiné 2016, elle est vraiment jolie. Et vous allez voir qu'elle mérite le relatif long format que je lui ai consacré, ainsi d'ailleurs que l'étape 8. Mais la plus belle pour moi, c'est cette étape 7 qui est voilà, vraiment somptueuse. C'est vraiment une étape de tour en fait. Voilà, c'est une étape de Tour de France. Hein, elle ne dépareillerait pas dans un Tour de France. Et non, voilà, magnifique. On a tous les favoris qui sont bien évidemment là où ils doivent être. Et on continue à protéger un peu. On a perdu 2 coureurs, mais c'est pas dramatique. On a surtout encore de l'aide pour Fuglsang. Voilà, alors, Kort Nielsen peut même se permettre de faire un petit peu rouler. Hein. Je tente d'éliminer les Ineos. Voilà, c'est mon projet. Parce qu'il faut quand même bien qu'à un moment donné, on essaye de... même oui, voilà, comme je mets quitte à tout perdre, il faut tenter quelque chose. Une fois que j'ai enlevé tous les équipiers de Bernal, j'attaque avec Fuglsang. C'est pour ça que j'avais durci la course en fait. J'avais durci la course et je n'attends pas la dernière ascension. Parce que dans la dernière ascension, on a l'habitude de ce qui se passe, c'est que très très souvent, vous avez une accélération qui fait qu'en fait vous subissez plus en mode extrême que vous ne pouvez être instigateur de mouvement. Et là surtout, je rejoins qui ? Je rejoins Pello Bilbao. Pello Bilbao qui va rouler à 99 pour essayer de mettre Fuglsang dans sa roue. Fuglsang, il est au frais et ce qui va se passer, c'est que derrière, il y a quand même quelques coureurs, notamment on a vu Nibali et Bernal qui sont les 2 principaux concurrents pour la victoire finale de Fuglsang sur ce Dauphiné. Nibali et Bernal qui ont dû rouler. Et ça, toujours bon ça. Même si Bernal revient, c'est toujours ultra positif d'avoir son leader. Voilà, vous voyez, Geo Gegenhardt, pardon, c'est le premier soutien potentiel de Bernal. Ça veut dire qu'il est tout seul. Voilà. Et ça fait une énorme différence parce que là où moi j'ai Bilbao pour protéger Fuglsang, Bernal, ça fait belle lurette qu'il est seul. Bon. Donc important. Allez, attaque de Nibali suivie par Bernal. On est bien sûr sur le scénario habituel où l'IA décide d'y aller à toujours à peu près le même nombre de kilomètres d'arrivée, c'est entre 6 et 8, des fois 10, mais bon. Voilà, une fois que Bilbao a bien protégé Fuglsang, voilà, on constate que ça a permis de revenir sans trop souffrir. Vous voyez, il reste beaucoup de barres jaunes encore relativement à Fuglsang, beaucoup de barres jaunes, et à ce moment-là, on va prendre la roue de Nibali, parce que je pense qu'on rentre dans le moment où éventuellement Bernal pourrait manquer de souffle, tout en ayant son 85 en montagne, il pourrait quand même à l'arrivée manquer quelque chose à Egan Bernal. Alors, ne pas s'enflammer, je vais pas attaquer maintenant, je laisse Bernal rouler, puisqu'il le fait ici, c'est parfait, je reste en embuscade, parce que faut pas non plus croire, hein. Bernal très difficile à bousculer hein, avec ces notes là, mais il y a quelque chose à faire peut-être. Alors personne n'y va en fait, c'est ça qui est intéressant. Il va y avoir quand même là une petite accélération de Nibali qui va être juste après cela. Regardez, vous voyez, statu quo, personne n'ose trop y aller. Bernal a un peu arrêté de rouler, c'est Nibali en fait qui va accélérer. Ça me va parfaitement, ça me va très bien. Je vais ensuite essayer de me caler dans la roue. Vous voyez que l'écart avec l'échappée est relativement restreint. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la prise de bonification. Sait-on jamais, la cadence de pédalage de Bernal n'était pas exceptionnelle juste avant. Ça mérite donc de se caler dans sa roue pour essayer de partir au moment où on l'estimera. Allez, c'est parti. C'est parti pour Fuglsang. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ici ? Et ouais. Et là, franchement, c'est une super victoire. C'est une super victoire pour Fuglsang parce que il va y avoir un petit écart qui va être comptabilisé. C'est logique, hein, on est sur une arrivée au sommet. Hein.
Et en plus, il y a la bonif. On voit que Bernal n'a pris que la 3ème place. Fuglsang a pris la première. Ça fait qu'il y a un espoir de prise du maillot jaune sur cette victoire-là. Donc, pour moi, la principale victoire de cet épisode. Hein. C'est vraiment cette étape 7 du Dauphiné qui permet, vous voyez, de prendre le maillot pour 1 seconde. Et 1 seconde, c'est très peu, et à la fois, ça peut être énorme. Dans le sens où, maintenant qu'on a le maillot sur les épaules, bah, il suffit de laisser par exemple une échappée, prendre du champ, se partager les bonifs, et garder la roue de Bernal, par exemple. Ça peut être un scénario qui nous rapporte la victoire finale. Et puis sinon, bah, c'est vrai que c'est plus délicat si personne prend... Et si personne prend la victoire devant les favoris, et ça voudra dire par contre qu'il faudra impérativement terminer devant Bernal s'il termine podium quoi, de l'étape. Hein. Donc faut être vigilant, on va être vigilant dans la défense du maillot de Fuglsang, mais il y a quand même pas mal d'espoir. Vous avez vu, j'ai envoyé pas mal de monde à l'avant. Hein, j'ai envoyé Bilbao protégé par 2 hommes forts, Kort Nielsen et Kragh Andersen. Je me dis toujours pareil, si Bilbao, suivant les circonstances de course, doit se rabattre pour aider Fuglsang, il le fera. Mais ce que j'ai, c'est quelqu'un pour protéger Bilbao à l'avant dans l'échappée, et également quelqu'un pour rouler. Parce que parfois, on aimerait bien que les échappées roulent un peu plus, mais en même temps, soi-même, on n'a pas envie de se crever non plus. Hein, c'est logique. Du coup, c'est ce que je fais, je roule avec l'un, et je protège avec l'autre. Donc voilà, on est parti à l'avant du côté de chez Astana, ce qui légitime l'idée que non, on va pas rouler, désolé. On a 3 hommes à l'avant, donc non, allez-y, roulez les Ineos, vous pouvez rouler. Alors c'est intéressant parce que dans ces cas-là, l'IA trouve toujours des arrangements entre équipes. Moi je me souviens, quand j'étais plus jeune, sur le Tour de France, entendre pas mal d'analyses comme quoi telle équipe s'était mise d'accord avec telle autre, ainsi que telle autre pour rouler. Je trouve qu'on entend un petit peu moins ce discours-là ces dernières années, mais je me souviens, c'était assez monnaie courante, il y avait telle équipe qui roulait ensemble en fait. Sur PCM, on a l'impression en mode extrême que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, l'équipe qui devrait rouler et qui devrait fournir un maximum d'efforts pour, je ne sais pas moi, par exemple... éliminer des équipiers Astana au hasard, c'est Ineos sur une stratégie de course logique. Et en fait, c'est incroyable, mais Ineos va quasiment jamais rouler. C'est plutôt Movistar pour le compte de Nibali qui va pas mal faire d'efforts, mais aussi AG2R la mondiale pour le compte de Romain Bardet. Non, Romain Bardet est pas là. Mais en tout cas, AG2R, la mondiale va rouler pas mal. Il va y avoir comme ça, bizarrement aussi Team Jumbo-Visma qui va rouler à des moments, mais jamais réellement Ineos qui va prendre ses responsabilités. Vous voyez, regardez, là par exemple, c'est Education First. Bon, pourquoi pas. Mais bon, là, allez, petit écueil dans ce que je disais juste avant. Au moins, là, on a vu un petit peu Ineos rouler en bas de cette difficulté. D'ailleurs, ça doit nous mettre en alerte. Si Ineos fait rouler, c'est que sûrement Bernal prépare quelque chose. Donc il faut se porter à l'avant et ne surtout pas laisser comme ça une trop grosse avance si jamais Bernal décide de partir. Vous voyez qu'il est vraiment pas loin. Offensive de Sam Oomen. Tiens donc, voilà, Bernal a pris la suite et Alaphilippe également. Alors du coup, j'essaie de recoller immédiatement, hein, quitte à brûler tout le monde. Je veux que Fuglsang colle à la roue de Bernal pour que au moins s'il se retrouve seul, il ne puisse, s'il fait des efforts, Bernal, eh bien il se retrouvera avec le boulot à faire et Fuglsang n'aura qu'à garder la roue. Donc c'est plutôt un scénario qui me va. Bauke Mollema est pas mal du tout sur ce Dauphiné. Herrada par exemple est le leader de la Deceuninck Quick-Step. On aperçoit à l'avant que j'ai donné finalement carte blanche à Bilbao sur cette étape-là, parce qu'il me semble que Fuglsang sera en capacité de se débrouiller. Donc Bilbao va avoir, il va avoir le droit de jouer sa chance. C'est parti, Thomas de Gendt. Tiens, il n'aurait peut-être pas fallu laisser partir Thomas de Gendt. C'est peut-être une erreur.
parce que derrière, je vais faire un peu l'effort pour recoller, mais pas évident, surtout que moi je dois surveiller deux choses en même temps. Je dois surveiller Bernal, c'est quand même autrement plus important le classement général que ne peut l'être la victoire d'étape, donc je vais prendre la roue comme ça de Bernal avec Jakob Fuglsang en espérant que Fuglsang tienne le choc, mais l'ascension est courte, donc il y a moyen de garder la roue de Egan Bernal, et dans le même temps, on s'est fait un peu surprendre, puisque on s'est fait avoir par l'ami de Ghent, qui est parti très très loin déjà, c'est déjà réglé l'histoire, et du coup Peyo Bilbao va devoir se contenter, bon c'est un peu anecdotique, mais d'une 3ème place sur cette étape-là, et Fuglsang va, évidemment, les bonifs sont déjà distribués, tout va bien, Fuglsang va garder la route Bernal très très longtemps, et même mettre un petit point d'honneur à terminer devant. Voilà, histoire de dire, voilà, le maillot jaune, je ne l'ai pas volé, et ce Dauphiné, il est à moi. Donc voilà, très jolie victoire à mon sens, je dis pas ça spécialement parce que j'ai gagné, en tout cas pas uniquement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal celle-là, d'arriver à battre Bernal, c'est toujours une performance sur une course par étape, que ce soit un grand tour ou bien même comme ça un Dauphiné, ça a de la valeur, surtout que la victoire n'est pas acquise avec une énorme marge, donc très bonne victoire. Vous voyez, je vous parlais de ce qu'on peut attendre de Fuglsang là en début d'épisode. Fuglsang, j'attendais ce type de choses, mais j'étais pas sûr de pouvoir l'obtenir. Et je trouve qu'on a eu pas de la chance, mais en tout cas on a eu une course qui s'est pas trop mal passée du tout. On verra à l'épisode 24, j'ai des trucs à vous montrer dans la continuité. C'est toujours procède à des petits tests. Et le test, c'est celui que je vous annonçais précédemment, c'est est-ce que Lutsenko va être capable d'aller prendre un Tour de Suisse, puisque c'est une année sur laquelle il est particulièrement fort. Et est-ce qu'on pourrait imaginer Lutsenko fort au point d'aller performer sur Tour de Suisse, ou est-ce que c'est totalement illusoire de le penser? Voilà, c'est un des enjeux. On parlera assez brièvement des championnats nationaux également, et puis on se dirigera le plus vite possible vers le Tour de France. Je pense que je démarrerai le Tour de France dans l'épisode 24 déjà, hein. J'ai déjà une idée par rapport à ça. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite, et assez bientôt d'ailleurs aussi la fin de cette aventure Astana. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que à 2 mois et demi de la sortie du prochain jeu, on se dise bye bye après le Tour de France. C'est assez possible, comme j'ai un petit peu d'autres séries à avancer. Il y a des chances en tout cas, parce que si je repartais, il faudrait que je reparte pour une année de plus après celle-là. Je pense que j'aurais pas le temps en fait. Donc voilà, faut être un peu réaliste. À très bientôt. Bye bye.